Hello Aline, Bonjour. comment vas-tu? Ah, très bien, il fait enfin beau. Je suis hyper heureuse et aussi très curieuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème, comme je te le disais, en toute sincérité, que je ne maîtrise pas du tout. C'est l'éducation non genrée. Et je reviendrai dans mes questions sur un peu la base de ce que c'est cette éducation, puisque, comme je te le disais, c'est un thème qu'on n'a encore jamais traité dans ce podcast Les adultes de demain, donc je suis très heureuse qu'on le fasse aujourd'hui avec toi. Pour te présenter brièvement, tu es journaliste, autrice du podcast à succès Free From Desire, mais aussi autrice du livre Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus. Et aujourd'hui, on est ensemble puisque tu as sorti un tout dernier podcast qui s'appelle Bienvenue bébé, qui est un journal de bord de l'éducation non genrée, où tu mêles ton histoire personnelle à des témoignages. Et j'ai adoré, donc je conseille vraiment à tous mes auditeurs de l'écouter. Et pour démarrer, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu t'es intéressée aux questions de genre, et plus particulièrement autour des enfants. Ouais, j'ai réfléchi un peu, tu m'avais prévenu de cette question et en réalité, je peux pas vraiment te donner une réponse de pourquoi je me suis intéressée au genre, ni quand je me suis intéressée au genre. J'ai depuis toujours, en fait, depuis que je suis gamine, un rapport au genre qui est pas le même que la majorité des personnes. Et donc, ça a toujours été un peu un questionnement. Pourquoi? Vraiment, je me rappelle en primaire, je me rappelle au collège, je regardais ce qui se passait autour de moi et me dire, mais je comprends pas pourquoi les gens font ça, pourquoi est-ce qu'on est divisé. Je comprends pas pourquoi les filles font ça, je comprends pas pourquoi les garçons font ça. Et voilà, donc en fait, moi, je pense qu'en primaire, au collège, je me considérais déjà féministe alors que le mot était utilisé nulle part. C'est une question de survie presque, en fait. Juste, j'arrivais pas à comprendre les normes, donc je me suis intéressée à ça. Et c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que je dédie mon temps plein à ces questions, ainsi que aux questions LGBTQ+, parce que avec l'âge, j'ai pu avoir accédé et aussi un peu à tout ce qui se passe en ce moment en termes de féminisme et de discussion sur les questions LGBTQ+. J'ai eu accès à de plus en plus d'informations. J'ai pu progressivement avec le temps, et c'est ce que je raconte dans Free From Desire, me comprendre de mieux en mieux. Et en fait, à chaque fois que j'avançais un petit peu, j'avais encore plus de questions. Et donc voilà, j'ai à un moment, je me suis décidée en fait à me dire, mais en fait, je ne trouve pas le contenu qui me qui me va en fait. J'ai tellement de questions et c'est pas abordé dans les médias, donc je vais créer ce contenu, je vais aller chercher des réponses. Et après, pourquoi chez les enfants? En fait, moi, je m'intéresse aux enfants depuis. Je crois que déjà au lycée, je me disais, je vais avoir des enfants pour pouvoir mieux les élever que ce qu'on m'élève moi à l'heure actuelle, de la société, comment la société m'élève. Donc ça a vraiment toujours été quelque chose d'hyper important, plutôt tourné autour de l'adolescence. Et puis avant d'avoir un ado, on a des bébés en fait, et généralement. Et donc c'est vrai que ça fait déjà bien avant d'avoir un enfant que je m'intéressais déjà à tout plein de sujets sur l'enfance, et à la fois d'un point de vue personnel, comment est-ce qu'on fait pour que chaque enfant individuellement soit épanoui, trouve sa place. Alors comme je disais, moi j'ai toujours été un peu en dehors des normes, donc je sais que c'est pas facile, et je me suis depuis longtemps interrogée sur comment est-ce qu'on fait pour que les enfants se sentent bien dans leur peau en fait, et puissent grandir. Et puis au niveau collectivement, c'est-à-dire les adultes de demain, c'est exactement ça. C'est pour créer une meilleure société, il faut qu'on commence dès l'enfance. C'est à ce moment-là qu'on apprend à être les adultes de demain. Et donc ça a toujours été une évidence pour moi en fait. Et ça fait du coup bien avant que je me lance dans ce projet que déjà je m'interrogeais sur les questions de l'apprentissage du genre en fait chez les enfants, et puis ce qui inclut chez les bébés. Et donc du coup, quand moi ça y est, je me suis lancée et que j'ai enfin été enceinte, c'est ce que je raconte dans mon podcast Bienvenue bébé. Euh, Bienvenue avec un point médian avant le E, c'est notre petit clin d'œil voilà, au genre. Ça a été ouais, tout d'un coup j'avais genre plein de questions, et je me suis dit ok, donc t'as les bases, tu t'es informé, ça fait des années que tu lis, que tu t'informes, que tu écoutes des podcasts, notamment à l'étranger. Et maintenant concrètement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est faisable en France pour aller un peu plus loin, parce qu'on voit bien que ce qui fonctionne à l'heure actuelle, ce qu'on fait à l'heure actuelle en termes d'éducation ne fonctionne pas, puisque le sexisme existe toujours, et que les statistiques prouvent que les nouvelles générations sont pas tellement plus libérées du genre que celles d'avant. Donc il faut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le genre déjà, pour démarrer par la base?
Ouais. Biologiquement, on considère qu'il y a les femmes, les femelles et les hommes. On dit ça, mais en réalité, il y a toujours un peu plus de finesse. Tout est un peu un spectre en réalité dans la biologie comme dans la sociologie. Et on a aussi des personnes qu'on a du mal à définir comme femelles et comme mâles sur tous les critères un peu qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'ADN, les parties génitales, les hormones, etc. Donc ça, ce sont les personnes intersexes. Et puis après, à partir de ça, on se dit bon les personnes qui ont tel organe génitaux, ça va être des femmes et les autres ça va être des hommes. Ceux qui ont des organes génitaux qui ne correspondent à aucune des cases, on va les forcer à rentrer dans une des deux cases. Et à partir de là, selon l'époque à laquelle on vit, on leur apprend un rôle et on leur apprend du coup à partir de ce rôle dans la société plein de caractéristiques. Donc être une femme aujourd'hui, être une petite fille là qui grandit en 2023, ça va pas du tout être la même chose. Elle va pas du tout apprendre les mêmes choses qu'une petite fille qui naissait dans les années 50 ou qu'une petite fille qui naissait au Moyen Âge ou encore plus loin. Je veux dire dans des sociétés qui étaient non patriarcales dans l'histoire ou actuellement d'ailleurs dans la géographie ailleurs dans le monde. Donc voilà, ça le genre en fait c'est un système, mais c'est aussi tout ce qu'on apprend en fait, toutes les normes qu'on apprend et le rôle qu'on apprend dans la société. Et en quoi ces normes, elles peuvent être nuisibles pour les enfants? Je dirais qu'il y a deux... Si on prend juste au niveau individuel, il y a deux catégories. C'est-à-dire, d'une part, comme on apprend, par exemple, aux petites filles à être dans l'écoute, dans le care, c'est-à-dire le soin aux autres, pour qu'après elles puissent s'occuper des enfants et de leur mari à qui on apprend. Donc aux garçons, on apprend soi-disant l'autonomie. En fait, c'est juste que c'est les femmes qui font tout, donc c'est facile d'être autonome quand il y a quelqu'un qui fait tout. À qui on apprend à être plutôt dans l'activité physique, plutôt dans la domination, donc comment être un chef. En fait, en faisant ça, on pousse les enfants vers ces qualités. Alors ça veut pas dire du tout que tous les bébés qui naissent avec des vulves et les bébés qui naissent avec des pénis ont les caractéristiques clichés du garçon et de la fille. Ça veut juste dire que, c'est ce que j'explique dans le podcast, généralement inconsciemment, mais parfois complètement inconsciemment, on les dirige vers ses compétences, vers ses traits de personnalité. Ça peut être juste en souriant parce qu'on voit sa fille qui prend une poupée et en n'offrant pas de ballon de foot, par exemple, à la maison. Donc cette fille ne peut pas explorer le foot, et par le foot, c'est un exemple de tout ce qui est motricité, par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on fait, nous, que la crèche fait, que les enfants font entre eux, qui fait que les petites filles vont être poussées vers certaines compétences, certaines traits de personnalité, vont apprendre leur rôle social, et les garçons apprendre l'opposé. C'est qu'est-ce qu'être un garçon, c'est ne pas être une fille. Qu'est-ce qu'être une fille, c'est ne pas être un garçon. Et comme je disais, selon les moments dans la société, selon les endroits, on va définir un garçon et une fille complètement différemment. Ça se définit purement en contradiction à l'autre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on empêche de ce fait les petites filles à explorer toute une partie de leur personnalité, toute une partie des centres d'intérêt, toute une partie des compétences. Et pareil pour les garçons. Donc déjà, moi personnellement, j'ai pas particulièrement envie que mon enfant ou les autres enfants soient privés de cette chance de découvrir réellement qui ils sont, de vraiment découvrir en fait la richesse de la société et de découvrir ce qui va les rendre heureux. Donc déjà il y a ce côté-là, en fait, on réduit la richesse de la société. Et puis il y a quelque chose qui est bien plus profond, c'est que c'est pas juste des caractéristiques qu'on donne aux enfants, c'est un système de domination. En fait, les garçons sont supérieurs aux filles. Ça, il y a plein d'études statistiques qui ont été faites. Quand les enfants ont fini la crèche, quand ils entrent en maternelle, ils ont déjà compris que les garçons étaient supérieurs aux filles, que c'était normal que les garçons donnent des ordres, que les garçons sont les plus forts. Après, c'est pas très compliqué, c'est marqué sur leur t-shirt. Je veux dire, body, 0-3 mois, il y a marqué « Je suis le plus fort, je suis la plus jolie ». Donc les enfants, en fait, intègrent tout ça. C'est des choses, j'en parle beaucoup dans l'épisode, notamment sur la crèche dans Bienvenue bébé. C'est des choses que les enfants apprennent, juste sans s'en rendre compte, que nous, on passe sans s'en rendre compte, parce que c'est le schéma de notre société. Mais pour les garçons, pour accepter cette société, pour garder cette situation de pouvoir, il faut un petit peu se fermer au fait que on est dans une situation qui est injuste, qu'on est en train de dominer des personnes, que on n'est pas cool envers les filles, qu'on n'est pas cool envers les minorités, les homos. Alors ils savent même pas ce que c'est, mais les enfants dès la maternelle sont déjà en train de dire PD. Donc il y a tout ça, et donc ils taisent une partie de leurs émotions.
Et ça, on le voit très bien. J'ai derrière un livre qui s'appelle Pourquoi le patriarcat de Carol Gilligan et Naomi Snyder, et dans lequel elles expliquent, ce sont 2 psychologues qui expliquent comment les petits garçons apprennent à taire leur empathie et à taire leurs expressions. Et de l'autre côté, les filles, elles apprennent à taire leurs paroles, leur personnalité, puisque à chaque fois qu'elles essayent d'exprimer qui elles sont vraiment, et notamment des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe, et ben elles se font exclure du groupe. Donc en fait, pour appartenir au groupe et pour ne pas être harcelées, en fait, hein, pour être intégrées, les enfants apprennent à se couper d'une partie d'eux-mêmes. Et donc ça, moi, je trouve que c'est d'une tristesse absolue. Et si on creuse un petit peu, on a tous des souvenirs d'un moment où on a fait quelque chose un petit peu hors norme et ça ne passait pas, où on a vu de l'injustice et on n'a pas osé se mobiliser dessus parce que on avait peur nous-mêmes d'être exclus, ou alors peut-être qu'on était la victime de cette exclusion. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu à partir du CM2, ça n'a pas été facile ma vie socialement. Donc voilà, en enlevant ce poids en faisant en sorte que les enfants s'intéressent moins au genre, on leur permet du coup d'être plus connectés à leurs sentiments, plus d'être connectés à leur individualité, et puis aussi de pouvoir explorer tout ce que la société a à offrir, tout ce que la nature a à offrir, tout ce qu'ils ont à offrir pour pouvoir se trouver et du coup être plus épanouis. Oui. Et comment faire justement en tant que parent pour ne pas tomber dans ces schémas? Parce que lorsqu'on parle d'éducation non genrée, tu me diras si je me trompe, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une petite partie de la population qui va être à fond sur les sujets, qui va connaître tout hyper bien et qui va mettre en place plein de choses. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de la société qui, au contraire, a un peu peur de tout ça, n'a pas envie de se renseigner sur le sujet. Comment est-ce qu'on évite de tomber dans ces schémas, comme tu le disais, et comment réussir en fait à sensibiliser en fait tout le monde là-dessus sans que ça fasse peur? Voilà, ben ça c'est la grosse question et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast. On a essayé de faire le plus narratif, c'est-à-dire raconter par la première personne. J'ai aussi plusieurs autres parents qui viennent raconter leur façon d'éduquer leurs enfants, des enfants qui ont des âges différents, et de pas être dans le on sait mieux que vous trompez, parce que ça ne fonctionne jamais de pointer du doigt des personnes et qu'on n'a pas tous et toutes accès aux mêmes informations. Les mêmes expériences de vie, on ne fréquente pas tous et toutes les mêmes personnes. Donc pour toutes ces raisons-là, on n'est pas au même niveau. Moi, ce que j'entendais parfois, c'est des gens qui me disent mais tu vas imposer à ton enfant une certaine ta vision de la société, ton enfant va manquer de repères, tu es en train de l'exclure de la société, etc. Je pense que la première chose à réaliser en tant que parent, c'est qu'on est tous et toutes en train d'imposer quelque chose à notre enfant. On est parents, c'est genre ce qu'on fait à longueur de temps. On est en train de lui montrer notre modèle. Que ce soit en ne disant rien, juste en étant. En fait, notre enfant apprend la société en nous regardant. Que ce soit en lui disant des choses. Et en fait, quand on lui apprend que, par exemple, quand on ne parle pas... par exemple, si on ne parle jamais du fait que 2 garçons peuvent s'aimer ou 2 filles peuvent s'aimer ou que des personnes... voilà, qu'il y a plein de diversité, et ben c'est ce que l'enfant apprend. Et donc, on lui cache une certaine... la diversité de la société. On lui impose en fait de fait notre vision de la société dans laquelle on aimerait qu'il n'y ait que des personnes hétéros qui existent. C'est un exemple parmi tant, mais en fait c'est ce qu'on fait. Donc je pense que déjà il faut se mettre à l'aise avec cette idée que voilà, en tant que parent, on transmet des valeurs, on transmet un modèle de vie et on peut le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Ta question était, excuse-moi, je me suis perdue. Mais comment est-ce qu'on fait de l'éducation non genrée? Oui. Alors déjà, moi, j'aime pas le terme non genré. On l'a utilisé, et c'est vrai que c'est le sous-titre de notre podcast, Journal de bord d'une éducation non genrée, parce qu'il parle. Les gens, généralement, connaissent ce terme, même s'ils sont pas d'accord, même s'ils ont plein de choses à dire dessus. Moi, je crois pas qu'une éducation peuvent être non genrée et doivent être non genrée. Ça voudrait dire, en fait, une éducation non genrée on n'intègre jamais le genre, on ignore complètement le genre. Et c'est comme dire pour lutter contre le racisme, moi je ne vois pas les couleurs, je traite tout le monde de la même façon. Déjà c'est pas vrai. Si on ne réfléchit pas à ces biais, eh ben en fait on va laisser nos biais continuer. Mais surtout, c'est pas souhaitable en fait dans la société. Donc en fait, pour moi, je parle plutôt d'une éducation ouverte sur le genre. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre
pas facile, mais en fait, faut pas se mettre la pression, quoi. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, on y va mollo mollo, on y va à fond comme on veut. Et c'est de trouver un bon équilibre entre ne pas projeter sur son enfant des stéréotypes de genre, des rôles de genre, donc lui permettre en fait d'explorer toutes les facettes de sa personnalité, tous les jeux. Donc par exemple, j'en parle dans l'épisode sur les jouets, ça va par exemple être de mettre des poupées pour tous les enfants, quel que soit le genre, de les mettre en proximité de cuisine et de poupons et de ballons et de les amener à jouer dessus, parce que si on les laisse juste dans un coin et qu'on fait rien avec, l'enfant va saisir qu'on a quand même des préférences dans les jeux. Donc ne pas projeter de stéréotypes, mais en même temps, on est bien obligé de constater que la société, elle, va renvoyer, va faire des projections. Et donc nous, notre rôle de parent, c'est aussi peut-être d'une certaine partie de compenser. Donc si on sait par exemple qu'on a un garçon et que à l'école, à la crèche, etc., inconsciemment on va plutôt le pousser vers la motricité, et peut-être de mettre un petit peu une couche supplémentaire à la maison pour l'amener à apprécier de jouer à la cuisine ou de jouer avec le poupon. Tout ça, ça va lui permettre déjà d'apprendre à savoir gérer sa maison dans le futur, ce qui est plutôt pratique, mais aussi de prendre soin des autres, de verbaliser. Donc il y a plein de choses très intéressantes avec ces jeux. Ça aussi, potentiellement, lui apprendre que tout est possible, en fait, juste parler de genre avec l'enfant, c'est hyper important aussi. Et ça, on peut le faire à n'importe quel âge, bien sûr pas du tout avec les mêmes mots. Moi, je ne parle pas à mon enfant de 20 mois de genre, c'est sûr. Mais je dis fréquemment, en lisant des histoires, déjà, que les histoires, c'est un super moment pour aborder ces sujets, que voilà, les garçons et les filles peuvent faire ce qu'elles veulent, qu'il n'y a pas de limite, que tout le monde, voilà. Et donc, en fait, ça permet déjà d'ancrer un petit peu la petite réflexion dans sa tête. Et puis après, il faut au contraire, plutôt qu'ignorer le genre, rebondir dessus. Quand il y a des situations qui sont sexistes, peut-être dire, est-ce que tu trouves ça normal que la petite fille, on lui ait pas permis de jouer au football? Plutôt que d'ignorer, il faut plutôt les mettre en avant pour que les enfants aient les outils pour comprendre les limites et pour pouvoir se défendre. Donc ça veut dire aussi dans les derniers épisodes, on interviewe des parents qui n'est pas encore sorti, qui sera peut-être au moment où cet épisode sort. On interviewe des parents dont les enfants sortent des normes du genre. Et donc les parents nous expliquent un peu leurs petites techniques pour préparer leurs enfants. Là, notamment, il y a la mère d'un garçon qui adore porter des jupes à paillettes. Et du coup, voilà, elle fait des discussions en amont, elle explique pour expliquer à son enfant pourquoi probablement les enfants vont se moquer de lui, en lui expliquant que c'est pas de leur faute, on leur a pas vraiment expliqué que les garçons pouvaient porter des jupes. Puis après, ces petites techniques pour réconforter l'enfant. L'idée, c'est pas de protéger nos enfants à tout prix, c'est de les ouvrir pour qu'ils puissent explorer le monde. Donc c'est notre rôle de parents sur les questions du genre, de les préparer, en fait, de leur donner des outils. Et puis il y a une dernière raison aussi pour laquelle je pense qu'il est hyper important de parler de genre, c'est que on ne sait pas comment nos enfants vont s'identifier vis-à-vis du genre dans le futur. On ne sait pas comment leurs amis vont s'identifier. Et donc moi je pense que d'autant plus maintenant en 2023, alors que le dialogue sur la transidentité, les informations sur la transidentité et que ces informations sont de plus en plus accessibles et que du coup il y a de plus en plus d'enfants qui réalisent qu'ils sont en fait ils sont un garçon, en fait ils sont une fille, en fait ils sont aucun des deux. En fait, il y a des jours où ils se sentent garçons, des jours où ils se sentent filles. Moi, je profite de ces moments, notamment dans le bain, pour bien expliquer à mon enfant la différence, justement, j'en parlais au début, entre le sexe et le genre, et de dire, tu sais, toi, t'as ça entre les jambes. C'est généralement ce qu'ont les... alors moi, je vais pas dévoiler l'anatomie de mon enfant, mais voilà, les filles ou les garçons. Et puis, mais parfois, c'est vrai qu'il y en a qui ont entre les deux, ou il y en a qui changent, qui vont avoir, il y a des petits garçons qui ont des vulves et des petites filles qui ont des pénis. Et ça, j'en parle rarement. Il faut que j'y pense le soir en faisant la toilette, que j'y repense. Mais de temps en temps, quand j'y pense, quand quelque chose m'y a fait penser dans la journée, je vais saisir ce moment pour lui donner ces informations, pour que à la fois mon enfant sache que c'est une possibilité et qu'il se sente libre de m'en parler s'il a des questions après, est libre d'y réfléchir. Et d'autre part, que si un autre enfant dans son entourage sorte des normes, que mon enfant soit là pour cet enfant, en fait, que plus tôt on apprend ça, plus les enfants
plus ça sera une normalité pour les enfants et plus ils seront capables d'accepter la différence. Et ce qu'on apprend sur le genre, c'est valable après pour toutes les différences. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le genre, mais c'est valable aussi pour tout le reste. En fait, on apprend la différence. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, en fait, pour que nos enfants soient bien dans leur peau et soient bien avec les autres. Bien sûr. Et comme tu le disais, notre société, elle est quand même organisée autour du genre, surtout pour l'environnement matériel des enfants, que ce soit le choix des vêtements. Tu as mentionné les jouets, mais il y a aussi la décoration de la chambre et surtout les histoires qu'on leur raconte et même les dessins animés, les films, bref, tout le genre est quand même partout dès le plus jeune âge. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans les stéréotypes? Est-ce qu'il faut se priver de tout ça? Comment est-ce qu'on y arrive? Ah bah alors ça, je vous conseille vraiment d'écouter mon podcast puisqu'il aborde effectivement chaque point, épisode histoire, épisode vêtements, épisode jouets, voilà. On aborde vraiment un peu toutes les grandes questions. Moi, j'ai envie de dire que en règle générale, la privation, c'est une mauvaise idée. Ça va à l'inverse, en fait, en tout cas de moi, ce que j'essaye de faire, qui est d'ouvrir des portes et d'ouvrir les possibles. Donc, interdire, surtout pas. Mais effectivement, notamment, on parle des histoires là, mais voilà, montrer, apporter. Donc, si on a les classiques ou les livres qu'on nous a offerts, on va pas nécessairement les jeter à la poubelle parce que ce sont des livres qui, je sais pas, comme Roule Galette, on parle dans le podcast de Roule Galette. Roule Galette a toute une partie qui est géniale de la galette qui s'évade et toute une partie du mec qui demande à sa femme de cuisiner pour lui pendant qu'il est en charentaise sur son fauteuil, qui est beaucoup moins bien et il lui demande pas en fait, il lui donne des ordres. Bon, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il y a on peut accompagner cette lecture, notamment quand les enfants ne savent pas encore lire. On peut changer un petit peu le texte pour se l'approprier, pour le rendre plus égalitaire. On peut changer le genre des personnages. On peut carrément écrire, dire une toute autre histoire. Il y a plein de choses à faire pour accompagner justement. Dans un premier temps, chez les 0-3 ans, qui ne comprennent pas encore vraiment le genre, voilà, c'est toute une période où on prend plein de petites pièces et on commence à les mettre bout à bout, ce qui fait que quand on sera en maternelle, on comprendra le genre et vers 3, mais surtout 4-5 ans, on va dire je suis une fille ou je suis un garçon. Donc dans ces 3 premières années que j'explore dans le podcast, on est là pour montrer des modèles. Donc c'est montrer des modèles nous en tant que parents. C'est peut-être le moment parfait pour se poser des questions sur est-ce que on est nous-mêmes en train de reproduire des schémas qui ne nous vont pas. Par exemple, si on dit à un enfant, à un garçon de jouer à la cuisine, mais que le père n'est jamais dans la cuisine, l'enfant il va bien voir qu'il y a un truc qui cloche en fait, et donc il va pas nécessairement s'approprier cette cuisine parce qu'il va se dire tout de suite c'est pas un truc que mon papa fait. Donc il y a déjà nous le modèle qu'on envoie en tant que personne, dans notre rôle dans la société. Il y a aussi le modèle qu'on transmet à travers notamment les histoires. Donc on peut très bien réinventer des histoires. On peut ajouter, donc on peut apporter cette vision un peu critique des classiques. Plus tard, on pourra carrément avoir des discussions en mode question. Genre, est-ce que tu penses que c'est normal que le monsieur dise à la dame va me faire du pain? Non. Donc après il y a les discussions, mais ça vient un peu plus tard. Là on est vraiment sur le modèle. On peut faire des efforts, c'est pour ça que je disais encore une fois un peu compenser la société qui est un peu complètement sexiste. Par exemple en apportant d'autres histoires. La chance qu'on a en 2023, c'est que il y a beaucoup de livres qui s'inscrivent en faux vis-à-vis des clichés. Par exemple, il y a dans le podcast, on cite l'histoire. Alors déjà, Roule Galette, il y a une histoire qui a été réécrite qui s'appelle Roule Ginette, qui est assez rigolote. Il y a aussi les contes qui ont été revus. Il y a des histoires de princesses où les princesses s'opposent au prince parce qu'elles réalisent que le prince ne veut que les enfermer et elles s'allient avec des dragons pour chasser le prince. Donc il y a plein d'histoires en fait qui permettent d'avoir d'autres représentations. Je pense aussi à une maison d'édition qu'on a comme Talent Haut, où on ne compte pas pour du beurre, qui mettent en scène des personnages qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas minces, qui ont deux mamans ou qui ont eux-mêmes un amoureux alors que c'est des garçons. Voilà, plein d'histoires comme ça qui permettent d'apporter d'autres modèles que les enfants ne vont pas nécessairement voir à la crèche, plus tard à la maternelle, plus tard chez leurs copains quand ils iront passer le samedi après-midi ou voilà. Et tout ça, c'est aussi un autre effort.
c'est à nous aussi de faire des petits efforts pour trouver ces livres. Heureusement, c'est plus trop des efforts parce qu'on va dans n'importe quelle librairie, on en trouve et qu'il y a plein de listes. Mais voilà, pour moi, le plus important, c'est vraiment de faire le modèle et de montrer que pour nous, en tant que parents, le genre, c'est pas quelque chose qui nous importe beaucoup. Qu'on n'y accorde pas beaucoup d'importance. En fait, et là, il y a j'explique bien dans le podcast les études qui ont été faites sur ce sujet. C'est prouvé, en fait, si les enfants s'intéressent autant au genre et vont faire ils sont trop marrants, les enfants en maternelle, ils inventent des règles, genre ah non, mais moi je peux pas manger de crevettes parce que les filles aiment pas les crevettes. Mais d'où ils sortent ces grandes règles? On a tous eu des chocs comme ça, de genre ah bon, c'est vrai ça? Parce qu'en fait, on a tellement appris aux enfants que le genre c'est important, qui commence à voir du genre partout. Et s'il se dit cette personne est une fille, n'aime pas les crevettes, alors toutes les filles n'aiment pas les crevettes. C'est des choses vraiment mais basiques comme ça. Et donc nous, en tant que parents, plus on enlève cette pression sur le genre, et ça peut se faire à travers, donc on l'a dit, des histoires, ça peut se faire à travers les vêtements, en proposant des vêtements variés, qui sont... alors non genrés, ça n'existe pas, parce que ça ne veut rien dire des vêtements non genrés, mais des vêtements qui sont à la fois un peu féminins, un peu masculins, un peu... Enfin, voilà, qui permettent aux enfants de s'explorer. Ça peut être à travers le langage. J'ai consacré un épisode et c'est hyper important pour moi. C'est l'idée que moins on utilise de termes genrés et moins les enfants vont y prêter d'importance. Donc moi, par exemple, mon enfant, je n'utilise jamais le terme fille ou garçon pour le décrire. J'utilise toujours mon enfant. Je vais dire, en parlant des autres enfants au parc, alors j'ai parfois l'air un peu ridicule, mais je vais dire, oh regarde, il y a un enfant qui joue avec son parent. Et ça sonne un petit peu ridicule, mais ça permet d'enlever cette pression, de montrer à mon enfant que c'est pas, la différence m'importe pas. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant que je détaille plus dans le podcast. Ah ouais, c'est fascinant. Et moi, ce que j'adore aussi dans ton podcast, c'est toute la partie aussi sur le choix du prénom. Si tu as peut-être le temps quand même de nous parler de ces anecdotes autour du choix du prénom, parce que c'est vrai que toi, c'est quelque chose qui t'a habité sur est-ce qu'il faut un prénom mixte, pas mixte. Et d'ailleurs, les études sont assez fascinantes sur ce sujet, que je trouve qu'en fait, le genre, et même sur la grossesse, que tu racontes sur les mouvements du bébé, quand on sait que c'est une fille ou un garçon, ça change comment on interprète les mouvements du bébé dans le ventre. J'aimerais bien que tu nous parles aussi de cette conception du genre qui est déjà partout dès la grossesse. Ah oui, mais ça c'est fascinant. C'est-à-dire que dès qu'on choisit de connaître le sexe du bébé, on a inconsciemment des projections qui arrivent. Et donc j'ai gardé quelque part du coup mes petites notes. Mais par exemple, on a une, alors attendez, je vais vous trouver son titre exact. Voilà, une sociodémographe qui s'appelle Olivia Samuel à Paris-Nanterre qu'on a interviewée et qui avait fait une étude du coup sur une enquête qualitative sur un groupe de familles qui, de par leur milieu socio-culturel, sont plutôt du genre à dire mais nous on ne veut pas on veut que notre enfant soit éduqué de façon non genrée, on ne veut pas qu'il se sente limité par le genre, etc. Et ben ce qu'on voit, c'est que ces parents veulent généralement connaître le sexe de l'enfant pour pouvoir... Alors les vêtements, ils vont dire qu'ils vont prendre des vêtements neutres, mais c'est pas tout à fait vrai parce que parfois il y a un léger liseré ou quelque chose comme ça qui va légèrement indiquer le sexe de l'enfant. Mais on va aussi choisir un prénom qui va être genré. On va aménager son espace de sommeil ou sa chambre inconsciemment en fait de façon genrée. C'est-à-dire que si on va avoir un garçon alors qu'on a déjà un garçon, on va avoir tendance à dire on va les mettre ensemble dans la même chambre parce qu'ils vont partager des choses. Alors que si on a une fille, on va se dire on va les mettre dans 2 chambres séparées. Et puis après, donc voilà, ça inconsciemment, une fois qu'on sait, en fait, on sait. Et même moi, c'est ce que je disais dans mon podcast, j'avais pas prévu de connaître le sexe de l'enfant et en fait, je l'ai connu pour plein de raisons différentes. Et j'ai vu que dans mon cerveau, tout d'un coup, je m'étais mis à genrer à utiliser des pronoms qui étaient genrés. Et donc, d'une certaine façon, ça aiguillait déjà un petit peu ce que je pensais de cet enfant. Et il y a une sociologue Medora Barnes, qui a par exemple montré que les enfants, les parents, en fait, une fois qu'ils connaissaient le sexe, ils commençaient à utiliser des pronoms et des prénoms genrés, mais aussi des surnoms genrés et parfois même une intonation. Donc, on va parler au bébé, au fœtus fille, plus en disant « Oh, qu'est-ce que t'es mignonne !» et au fœtus garçon, plus genre « Ah, ça, c'est mon champion !» Voilà. On a aussi des personnes d'autres études qui ont montré que les parents assimiler des qualités à leur fœtus différemment si c'est des fœtus mâles ou femelles. Donc par exemple fort et vigoureux pour les fœtus mâles,
pas excessivement énergique ou pas extrêmement actif pour des fœtus femelles. Donc tout ça, c'est complètement fascinant. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que moins on connaît l'enfant et sa personnalité, plus on a tendance à utiliser un peu ces clichés. Et donc forcément, le fœtus, on ne connaît pas. Ça, c'est une évidence. Surtout quand c'est le premier enfant, on peut penser qu'il est énergique, alors qu'en fait, c'est comme ça que sont tous les fœtus. Et donc, on va utiliser un peu ces béquilles pour pouvoir se projeter, parce que c'est hyper inquiétant. Enfin, c'est pas inquiétant, mais vraiment, surtout quand c'est le premier, on est là en train de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est juste énorme. Et puis on attend. Donc, on a tendance à vouloir se projeter pour se préparer, et donc parfois à utiliser ces projections un petit peu faciles. Sauf qu'après, une fois que le bébé sort, on va progressivement changer un petit peu et commencer à voir la personnalité de notre enfant, plus ou moins, hein, parce que déjà, quand l'enfant sera sorti, on va quand même continuer à voir plutôt les caractéristiques qui correspondent à ce qu'on attribue généralement si c'est une fille ou fille, par exemple. On va plus noter que c'est un enfant qui est souriant, si c'est une fille, qu'un enfant qui est active, par exemple. Mais bref, on va quand même commencer à voir un peu plus sa personnalité, et donc on va se débarrasser progressivement de ces clichés. Mais il n'empêche que pendant 6 mois, on aura vu notre enfant avec ses représentations. Et donc c'est quand même, moi je pense pas, on n'a aucune étude qui le fait, mais je pense pas qu'on s'en débarrasse comme ça. Je pense que ça prépare en fait le terrain avec lequel on va voir notre enfant une fois qu'il sera avec nous. Et d'ailleurs on le voit, hein, parce que quand les enfants pleurent, complètement hallucinant, on met le même bruit, les mêmes pleurs à des personnes, à un groupe de personnes. Si on leur dit c'est des pleurs de filles, ou si on leur dit c'est des pleurs de garçons, on leur dit regardez, c'est un bébé qui pleure, c'est un garçon qui pleure, c'est une fille qui pleure, les pleurs vont pas être vus de la même façon. On va penser que pour les garçons c'est un besoin impérieux. Il y a vraiment quelque chose de physique à régler. Et pour les filles ça va plus être, je dirais pas des caprices, mais quelque chose qui est plutôt du confort. On va se dire un garçon ne pleure pas pour rien. C'est absolument fascinant. Et donc, on va pas s'occuper des enfants de la même façon. On va pas leur apporter la même attention. En crèche, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les filles pleurent plus longtemps que les garçons. Parce que une des réponses qui avait été donnée, c'était que on se dit les garçons savent pas s'auto-réguler. Et donc, il faut s'en occuper plus vite, alors que les filles, elles savent s'occuper d'elles-mêmes. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, à partir de quel âge les enfants apprennent à s'autoréguler parce qu'on les a laissés pleurer plus longtemps? C'est ça la question. Je pense pas que ce soit dans l'ADN des petites filles. Il y a quasi aucune différence génétique entre des petits enfants et des petits garçons et des petites filles, d'autant plus que les hormones n'ont même pas encore commencé à jouer leur rôle. Donc vraiment, c'est purement soit des projections, soit des choses que les enfants ont déjà appris de par les projections passées, quoi. Oh, c'est dingue. On arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter autour de tout ce qu'on vient de dire? Donc, on va éviter d'utiliser l'expression éducation non genrée, mais voilà, autour de cette façon de voir le monde et d'accompagner nos enfants, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour nos auditeurs qui n'ont pas nécessairement l'habitude de mettre tout ça en place à la maison ou à l'école? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Oui, je pense que ça peut être facile de dire ah non mais alors moi je suis pas du tout féministe donc je suis pas capable de faire ça, non mais tout ça c'est dans la tête, moi j'y crois pas, etc. Je pense que chaque parent est d'accord avec une partie de ce que je viens de dire, peut-être pas tout, j'en suis complètement convaincue, je me suis suffisamment fait cyberharceler pour savoir que les parents ne sont pas généralement tous d'accord avec ce que je dis. Mais moi, je vous encourage à vous informer dessus, en fait, tout simplement. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. Ça peut être juste lire un livre. Il y en a des très bons sur le sujet. Ça peut être écouter mon podcast pour voir, en fait, ce qui vous intéresse dedans. Et vous dire, chacun y va à son rythme. Chacun et chacune y va à son rythme, en fait. Et ça peut juste être tout d'un coup de se dire, ah bah, je vais effectivement commencer à proposer à proposer à mes enfants de jouer avec les jeux avec tous les types de jeux, par exemple. Ça peut être dire ah bah oui, bah cette histoire je l'aimais pas trop, je vais changer, je me donne la liberté de changer une trame de l'histoire, ou de changer le pronom, de transformer un garçon en une fille, etc. Il y a pas de règle, il y a pas de bonne façon de faire. C'est juste se demander de quoi mon enfant a besoin. Est-ce que mon enfant a besoin de plus de liberté? Si je pense qu'il a besoin de plus de liberté, comment je peux lui offrir cet espace?
Et en ça, il y a pas mal d'outils qui sont accessibles assez facilement. Et il y a pas de peur à avoir en se disant je vais mal faire. De toute façon, spoiler alerte, on va tous et toutes un moment mal faire. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est, on teste et on voit ce qui passe. Et nous-mêmes, moi, je suis très, dans le podcast, je raconte plein de fois où je me suis retrouvée à penser des choses et j'étais là genre mais ça va contre tout ce que j'ai envie de penser, mais en fait voilà, ça, j'ai été socialisée, j'ai 35 ans qu'on m'a appris certaines choses. Ça prend du temps de changer les réflexes, ça prend du temps de changer la façon dont on parle, parce que c'est tellement des réflexes qu'on sort sans réfléchir, parce qu'on a juste pas le temps en tant que parent et en tant que personne humaine tout court. Et donc il faut être pour le coup, je pense qu'on utilise beaucoup ce terme en termes de parentalité, la bienveillance, mais je pense qu'il s'agit aussi d'être bienveillant et bienveillante envers soi-même quand on tente de faire quelque chose de nouveau. Ouais. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup pour ton temps et j'invite tous nos auditeurs à aller écouter ton podcast Bienvenue bébé. C'était vraiment un petit régal. Moi, j'ai écouté tous les derniers épisodes sortis d'une traite. Donc voilà, je vous invite pour vous informer sur ce sujet à écouter ce beau podcast. Merci beaucoup Aline. À bientôt. Merci. Au revoir.